qu'il appelle le régime des partis, c'est-à-dire en fait les féodaux de notre époque. C'est qui les féodaux? À l'époque monarchique, c'était le prince de Conti, c'était le duc le duc de Bourgogne, c'était ça les grands féodaux qui s'opposaient au pouvoir de la France. Mais désormais, c'est quoi les grands féodaux? Les grands féodaux, ce sont les partis, et ce sont les grands groupes industriels et financiers, c'est ça les grands féodaux de notre époque. Donc De Gaulle avait voulu s'y opposer, et donc, lorsqu'il avait fait l'élection au suffrage universel, il y voyait un moyen pour faire élire le président de la République directement par le peuple en court-circuitant toutes les féodalités. Le problème de Gaulle, c'est que De Gaulle était très isolé. C'était une espèce, vous savez, ça fait un peu partie de ces hommes ou de ces femmes politiques qui sont des exceptions dans notre histoire, mais qui changent l'histoire de France. Et qu'en fait, il était isolé par lui-même, ses proches et son gouvernement. Et c'est Georges Pompidou et les ministres qui sont autour de lui. Il suffit de lire le livre de Perfix et de Gaulle, qui raconte les passages des discussions au Conseil des ministres dans les années 63-64. C'est Pompidou qui a demandé et obtenu, et puis d'autres ministres qui dit non, il faut un processus pour filtrer les candidatures à la présidentielle. Moi, j'aimerais qu'on m'explique pourquoi il faut filtrer les candidatures à la présidentielle et pas filtrer les candidatures au municipal pour devenir maire de Paris. Ou bien, on pourrait demander, par exemple, pour le maire de Paris, on pourrait demander, je ne sais pas, à 250 Parisiens triés sur le volet, de choisir auparavant quels sont ceux qui vont se présenter. Il n'y a pas non plus de filtrage pour la députation. Pour mener une campagne présidentielle, il faut un appareil de soutien militant tellement important que les candidatures fantaisistes, comme on les présente, en fait, tomberaient d'elles-mêmes. Donc ce qu'a voulu en fait Pompidou, ce qu'ont voulu Pompidou et les autres avec lui, c'est de forcer le retour du régime des partis malgré cette élection au suffrage universel. Donc avec les grandes batailles, De Gaulle ne voulait pas, et finalement De Gaulle s'était laissé aller à proposer 100 parrainages. Donc de députés, sénateurs, conseillers généraux, conseillers régionaux, et puis, les conseillers régionaux n'existaient pas encore à l'époque, et puis, c'est venu ensuite, et puis également donc les maires de France représentant la grande partie des gens qui détiennent le pouvoir ici. Et puis ensuite, sous Giscard, on est passé à 500. Alors maintenant, avec 500, ça devient quasiment impossible. Et d'ailleurs, on prête à M. Sarkozy et ou à M. Hollande l'idée de passer à 2000 ou 10 000. Autant inscrire dans la Constitution française que seul le candidat de l'UMP et celui du Parti socialiste pourront se présenter. Alors on n'en est pas encore tout à fait là, mais on est quand même dans un processus où avoir 500 parrainages est un tour de force. C'est un tour de force de telle sorte que les candidats actuels, ceux pour lesquels ils se présentent aux élections, ne peuvent les réunir que s'ils sont soutenus directement ou en sous-main par des grands partis politiques. Et ça, la vérité. Il y a peut-être une seule exception sur les 10 candidats qui se présentent à nous, qui est M. Cheminade. Et comme je l'ai déjà eu l'occasion de le dire, ça fait 31 ans que M. Cheminade cherche des parrainages, puisqu'il a commencé pour la campagne de 1981, et qu'il a un appareil militant qui recherche ça, qui font des pressions considérables sur les maires. Puis j'ajoute par ailleurs qu'il est soutenu par une organisation un petit peu trouble, qui est celle de Lyndon LaRouche, etc. Avec des intérêts. Le résultat des courses, c'est quoi? C'est que donc le deuxième tour a eu lieu et que j'ai eu en tout et pour tout 17 parrainages. Alors maintenant, nous avons affaire à quoi? Et nous avons affaire à une campagne présidentielle où tous les candidats font semblant de s'opposer, mais il y a quelque chose, un certain nombre d'éléments dont ils sont tous tombés d'accord pour ne jamais en parler. Et j'ai la faiblesse de croire que c'est justement parce que j'en parle pour moi que j'ai été barré de cette élection. J'insiste sur un petit détail, mais qui n'en est pas tout à fait un. C'est que pour le grand public a le sentiment bizarre que la campagne n'embraye pas sur la réalité. Mais les gens ne comprennent pas parce que, par ailleurs, ils ont le sentiment d'avoir le choix.
Et de façon extraordinairement pernicieuse, les grands médias ont eu l'intelligence maligne de faire monter, de montrer Cindy, vous savez, la candidate du plaisir, qui se présentait avec les seins à l'air sur les marchés, ou bien de montrer le candidat Maxime Werner, dont le programme était d'avoir 20 ans, ou bien également, il y a eu la présentation de Dédé Labeillot, vous avez vu ce monsieur qui se déguisait en abeille. Alors, comme on montrait ça dans les médias, à la télévision, etc., les Français avaient le sentiment d'une espèce de happening, où effectivement tout le monde pouvait se présenter. Naturellement, ces candidats fantaisistes ont été mis sur le devant de la scène pour faire croire que nous sommes dans une démocratie extrêmement libérale et ouverte, ont évidemment dégagé, mais ils n'ont eu aucun parrainage, bien entendu. Mais donc, on a voulu délibérément mélanger ça avec les autres, mais un candidat comme moi qui présentait un programme à nul autre pareil, lui, n'a pas eu droit à la base. Alors justement, j'en viens donc au deuxième point, qui est la soumission de la France à l'étranger, et notamment aux forces atlantistes, par l'intermédiaire de l'OTAN. Parce que c'est ça le point essentiel sur lequel je bâtissais mon programme. Je suis le seul candidat, j'ai créé d'ailleurs ce mouvement politique, pas de façon, comment dirais-je, par hasard. Le 25 mars 2007, pourquoi le 25 mars 2007? Parce que c'est le jour du 50e anniversaire du traité de Rome. Donc ce mouvement politique a été créé le jour même du 50e anniversaire du traité de Rome pour proposer à mes concitoyens de sortir de la construction européenne et de dénoncer tous les traités européens. Aux références. Quand on disait, maintenant ces idées progressent dans l'opinion, mais dire que l'on veut sortir de l'Union européenne en France, pour beaucoup de gens encore, c'est comme si on disait quelque chose d'inimaginable. Tellement la propagande depuis des décennies a mis dans la tête des Français toute une série d'idées reçues. Première idée reçue, on nous dit, mais vous êtes d'extrême droite. Ah bon, et pourquoi donc serions-nous d'extrême droite? L'extrême droite ne se limite pas simplement à la volonté de vouloir sortir d'une construction politique. C'est toute une série de critères qu'il faut avoir en matière d'extrême droite. Et d'ailleurs, je signale au passage que le Front National ne propose pas, n'a jamais proposé, Mme Le Pen ne propose pas du tout de sortir de l'Union européenne. Moi, quand je dis et quand nous disons que nous voulons sortir de la construction européenne, nous le faisons sur la foi d'un rappel historique, que nous sommes les seuls à faire, que personne ne conteste. Je renvoie à mon site internet sur le sujet. La construction européenne est une création américaine. L'idée, le conte pour enfants, de Robert Schuman, qui d'un seul coup aurait été une idée de génie, et aurait proposé, selon la version officielle, Robert Schuman aurait eu l'idée de génie de mettre en 1950 le charbon et l'acier allemand, les Français, luxembourgeois, tout ça, ensemble. Il aurait fait ça sur un coin de table, il n'aurait prévenu personne, il aurait réuni tous les journalistes au salon de l'horloge au Quai d'Orsay, il aurait passé quand même un coup de fil quelques heures avant à Konrad Adenauer de sortir du lit. Est-ce que vous êtes d'accord? Le chancelier allemand aurait dit, oh, c'est une très bonne idée. On se moque de qui? C'était des choix qui avaient été des choix délibérément médités, conçus, préparés dans les services de chez M. Dean Acheson, qui était le secrétaire d'État du gouvernement Truman à l'époque. Et on le sait maintenant, la déclaration Schuman de 1950 n'a jamais été écrite par Robert Schuman, elle a été transmise par Jean Monnet, qui était l'agent traitant des Américains, comme Jean Monnet a d'ailleurs été l'agent traitant des accords Bloomberg, en échange du plan Marshall. La France devait ouvrir ses salles de cinéma à tous les films américains. Alors, moi, j'en reviens à ça, et je suis d'ailleurs étonné, j'enfonce ce qui d'ailleurs est peut-être des portes ouvertes pour mon voisin de droite, qui se rappelle certainement que dans les années 50, le Parti communiste français de l'époque a féodé à Moscou, c'est une autre affaire, mais ayant les analyses et les informations de Moscou, était le premier à dénoncer ce qu'on appelait l'Europe américaine. Tout le monde savait à quoi s'en tenir, que cette construction européenne était en fait pilotée en sous-main par Washington. Désormais, c'est devenu l'un des grands tabous.
désormais on est prié de croire que la construction européenne est une invention française et franco-allemande. Alors d'ailleurs, on présente même régulièrement aux populations l'idée que la construction européenne aurait vocation à s'opposer ou à faire contrepoids aux États-Unis. C'est là-dessus que le Parti socialiste français en 1992, a appelé à voter oui à Maastricht. Tout le monde peut constater 20 ans après à quel point la construction européenne s'oppose aux États-Unis. Nous sommes devenus les lardins des États-Unis, nous sommes devenus des pays satellites de Washington. Alors ça, c'est la première chose que je dis. La deuxième chose que je dis, c'est qu'il suffit de prendre les traités, notamment l'article 42 du traité sur l'Union européenne, qui précise très exactement que toute la défense de l'Europe est subordonnée aux accords de l'OTAN. La construction européenne est subordonnée aux accords dans le traité de l'Atlantique Nord par cet article 42 du TUE, qui porte bien son nom. Le TUE, traité sur l'Union européenne. J'ajoute aussi qu'il n'y a pas qu'en matière militaire. Vous savez, vous avez peut-être entendu parler de cette horreur qui s'appelle le MES. Pour sauver l'euro, paraît-il. Enfin, sauver la Grèce. Pour parler comme on sauve la Grèce, on est en train de tuer les Grecs et de détruire la Grèce. Mais, en fait, on est en train de sauver les banques. Ce MES va prendre des décisions. C'est une société. Les Français sont priés de donner cash 16 milliards d'euros tout de suite et 146 milliards au total. Si vous voyez, au même moment, on supprime les postes d'infirmières, les postes de ci, les postes de ça, on n'a jamais d'argent nulle part. Mais là, en revanche, rien n'est trop beau et personne n'a le droit d'en parler. Eh bien, il faut savoir que les décisions prises par les personnes qui font partie de cette société, qui sont d'ailleurs couvertes par une immunité juridique totale, quoi qu'ils fassent avec cet argent, on ne pourra jamais les poursuivre, c'est inouï. Ce MES, ces décisions sont subordonnées à l'aval préalable du Fonds monétaire international, qui, comme vous le savez, est situé à Washington, et au Fonds monétaire international, les États-Unis ont quelques 20% du capital. À la différence de l'Organisation des Nations Unies, les votes au FMI sont corrélés au pourcentage d'équité dans le capital, donc aucune grande décision ne peut être prise au FMI sans l'aval des États-Unis d'Amérique. Ça veut donc dire que même, il n'y a pas qu'une soumission militaire et diplomatique, c'est aussi une soumission financière qui nous est ainsi réservée. C'est également ce que j'explique dans mes conférences et dans mes propositions. Une troisième chose aussi que j'explique sur la construction européenne, qui crève les yeux et que pourtant personne ne veut voir, c'est que la construction européenne, en fait, est une construction de nature raciste. C'est en fait un apartheid planétaire américano-européen qui s'inscrit dans la pensée des think tanks américains et notamment des livres, vous savez, de monsieur, comment s'appelle-t-il, Samuel Huntington, enfin, qui est décédé quelques mois, qui s'appelle Le choc des civilisations, The Clash of Civilization.